J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour résumer pas mal de points avec vous et en même temps pour résumer la Alors, T1. On remonte un petit peu en arrière. Vous souvenez-vous que j'avais fait une insémination le 30 août et on devait attendre à peu près jusque le 13 septembre pour avoir les résultats de la fameuse prise de sang, donc 15 jours après l'insémination. Et voici ce qui est arrivé. Donc, j'avais effectué effectivement le 13 septembre cette fameuse prise de sang et à notre grande surprise, précisément à 11h44 et 8 secondes, nous recevons le mail du résultat et nous apercevons, c'est mon mari qui avait ouvert ce mail avec les résultats et on s'aperçoit que tout simplement que la prise de sang est positive. Donc là, chamboulement émotionnel, on était heureux, contents. Même moi, j'ai eu du mal à réaliser, mais c'était vraiment la plus belle chose que j'ai appris et qui pouvait pas me faire autant plaisir. J'étais énormément heureuse. Ce fameux résultat, donc bêta HCG 157,1. Voilà. Sûr, on m'avait dit que rien n'est joué, qu'il fallait refaire une prise de sang pour confirmer effectivement la grossesse et pour savoir aussi si j'étais pas en train de faire une grossesse extra-utérine et savoir si la grossesse elle s'est bien positionnée, si elle s'était située à la bonne place. Donc j'effectue alors le 15/09/2021. Donc on a attendu, là j'ai paniqué parce que toute la matinée j'étais sans nouvelles. J'avais téléphoné de peur que la prise de sang n'avait pas évolué. Ça va, on m'avait rassuré, on m'avait dit que comparé au taux du 13, ça avait doublé voire même triplé, donc j'ai été rassurée. Mais moi je voulais avoir la preuve sous les yeux. Donc je l'ai eu à 14h26. Voilà. Donc on voit bien 428,0. Donc ce qui correspond entre 50 et 500, donc 3 à 4 semaines. Donc que des bonnes nouvelles, mais après il y a eu une phase où c'était un petit peu compliqué. J'ai eu 2 allers et retours à l'hôpital lors de ma 6e semaine et 3 jours. J'ai été à l'hôpital le 29 septembre 2021. Et je vais aux urgences pour justement des saignements. Donc j'étais très inquiète parce que sachant que c'était un premier bébé et que c'était tout nouveau pour moi, j'avais besoin d'être rassurée. Donc je vais là-bas. Donc je vais avec monsieur sur place. Il était à peu près 21h. Donc je suis très vite pris en charge. Je fais d'abord mes étiquettes, ensuite analyse d'urine. On vérifie ma tension, mon cœur, etc. etc. Ensuite, ils me font passer dans une salle gynécologique et là, ils effectuent une échographie. Donc, ils vérifient. J'étais à 6 semaines aménorrhées et 3 jours, mais à confirmer avec l'écho de datation. Donc, tout va bien. Ils m'ont mis un spéculum avant de faire une échographie. Ils ont vu effectivement que j'avais un saignement, mais rien d'alarmant. Lors de l'écho, ils voient que bébé, il y a un petit rythme cardiaque, mais on ne pouvait pas trop insister parce que à 6 semaines et 3 jours, c'est très très tôt et ça pouvait arrêter le cœur du bébé prématurément. Donc, bébé en bonne santé, maman en bonne santé, juste apparemment un kyste ovarien qui était situé côté droit de 46 mm x 47 mm et ovaire gauche au repos. Voilà. Donc ils ont vu qu'il n'y avait pas d'épanchement péritonal, pas de masse latéro-utérine, qu'il y avait un embryon présent, un seul embryon, activité cardiaque qui avait été détectée, mais qui n'était pas encore mobile parce qu'il était encore petit. Donc la voie d'examen c'était par voie vaginale
et quoi j'avais un aspect du trophoblast homogène et qu'il n'y avait pas d'écollement. Donc tout était bon. Donc en conclusion, ils avaient dit une grossesse intra-utérine GIU évolutive et en 4 proposés, grossesse évolutive. À cette époque, bébé mesurait 4,27 mm. Donc c'était vraiment un tout petit boubou, quoi. Un tout petit haricot. C'était mignon. Que dire de plus? Les conditions d'examen, ils étaient bonnes. Voilà, il n'y avait pas de soucis. Tout allait bien. Voilà. Donc ça, c'était pour la première urgence. Droit à des jolies photos. Donc là, on pouvait voir apparemment mon ovaire. L'aspect de mon ovaire. Et puis certainement comme ils appellent un kyste, mais c'est pour pas nous inquiéter, je pense. En réalité, j'avais un sac gestationnel qui n'avait pas été malheureusement. Donc pareil, là, on le voit, mais en plus zoomé. Donc là, c'était pour mesurer la taille du kyste en question. Donc voilà, avec un sac pareil. C'est pour ça qu'ils ont bien vérifié qu'il y avait un seul embryon. Ou si et mon fameux boubou, mon fameux petit bébé winner, qui lui était là en train de faire sa vie tranquillement. Mon fameux bébé de 4,27 mm qui était en bonne santé. Ensuite, voilà, quelques jours passent et puis le 4 octobre 2021, pareil, rebelote, des saignements mais cette fois-ci plus abondants, comparé, et puis plus impressionnant comparé à la première interpellation que j'avais eue lors de ma 6e semaine et 3 jours. Donc là, cette fois-ci, j'ai eu carrément les pompiers qui sont venus me chercher et tout, qui m'ont ramené. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas pu être accompagnée par mon compagnon. Il est resté à la maison pour le chien. Et donc j'y vais tout seul. Et c'est mon père qui m'a ramené parce que mon compagnon, n'ayant pas le permis, c'était un peu compliqué. Donc là, j'étais cette fois-ci à 7 semaines d'aménorrhée et 2 jours. Donc ils avaient noté la date des dernières règles. Là, ils avaient marqué MTRT. Les conditions d'examen, elles étaient bonnes. Ils ont précisé que j'avais fait un parcours PMA. Et la voie d'examen, c'était suspubienne et vaginale. Donc, ils avaient détecté un sac ovulaire, nombre 1, qui mesurait 43 mm. Vésicule vitaline, oui. Aspect trophoblast, comme la dernière fois, homogène, sans décollement. Là, elle s'était trompée, elle avait marqué embryon absent alors qu'on avait vu qu'il était présent, donc j'avais modifié tout ça. Nombre 1, qui avait une activité cardiaque, que le bébé était mobile et qu'il mesurait 6,86 mm. Du point de vue de mon utérus, ils avaient dit quoi ils n'avaient pas trouvé d'épanchement péritonal, de masse latéro-utérine. Ils avaient vu un kyste situé à l'ovaire droit de 40 x 48 mm, donc cette fois-ci il avait diminué, d'où les saignements. Que l'ovaire gauche y était non vu, mais apparemment en repos, parce que ils ont dû insister. Que j'avais eu des douleurs lors du passage de la sonde. Et la conclusion, grossesse intra-utérine, JIU évolutive. Donc dans le CAT proposé, ils avaient vu une bonne vitalité JIU évolutive, donc bébé évolue tranquillement. Bébé va bien. Photo parce que l'avait mis, j'avais eu, comment dire, la partie qui avait pas les photos, ils avaient laissé les photos dans le dossier gynécologique. Et bien sûr, lors des 2 cas où j'étais aux urgences, j'ai eu 2 médecins différents. Donc là, je vais maintenant passer aux 2 rendez-vous qui sont enchaînés suite à ça. Donc, 7 jours après ma 2e urgence, où je suis partie à l'hôpital, j'avais rendez-vous avec le docteur qui m'avait fait l'insémination le 30 août. Donc on va là-bas. Et en termes théoriques, j'étais à 8 semaines aménorrhée. Donc la date de grossesse, ils ont mis le 30 août.
Les conditions d'examen étaient bonnes. La voie d'examen était par voie vaginale. Donc, sac ovulaire nombre 1. Alors, ça mesure, c'était 32 sur 32 mm. Vésicule vitaline, oui. Aspect du trophoblast, ça n'a pas bougé, il n'y avait pas de décollement, c'était homogène. Embryon présent, nombre 1, activité cardiaque, oui. Mobilité, elle s'était pas précisée. LCC, donc ça c'est combien il mesurait, il faisait 16 mm. Utérus, rien à signaler. Ovaire droit, 2 corps jaunes de 29 x 22 mm. Ovaire gauche, j'arrivais pas à lire le terme, mais ils avaient dit qu'il n'y avait rien à signaler. Au niveau de l'utérus, il n'y avait pas d'épanchement péritonal ni de masse latéraux. Conclusion, grossesse intra-utérine GIU évolutive, DDG 30 août, plus ou moins 2 jours, aspect 8 semaines amélioré, 4 proposés suivis obstétrical à organiser par rapport à ma maladie, etc. Mais bien c'est Gigi parce qu'elle précisait tout. Donc là c'est une écho bras-jambes. Mon petit bébé ici, là, qu'on le voit un peu plus. Pareil, bras-jambes. Là c'est pareil. Là c'est les ovaires. Ça c'était pour l'écho bonus que j'avais effectué avec le docteur qui avait pratiqué l'insémination utérine. Du coup, le 13/10/2021, on nous a dit d'aller à l'hôpital à cette date-là pour faire une ouverture de dossier maternité parce que je souhaite accoucher là-bas car j'ai un bon suivi là-bas déjà de base et je souhaite faire un dossier organisé chez eux donc pour accoucher là-bas. Donc on remplit un dossier qu'on fait parvenir au médecin qui suit les grossesses pato, les grossesses à risque. Et ce médecin, je le connaissais déjà, c'était déjà ma gynécologue autrefois avant de rentrer à la PMA. C'était cette personne qui m'a mis en contact, en relation avec quelqu'un qui gérait la PMA. Donc on a décidé de la reprendre. Et cette personne-là, elle va me suivre jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc ce qui est bien, c'est que je ne change pas sans arrêt de médecin. Donc de ce fait, elle fait un checklist complet sur moi, ma taille, mon poids. Elle prend ma tension. Elle vérifie la poitrine s'il n'y a pas de malformation à la poitrine. Elle fait une auscultation par voie vaginale pour vérifier le col de l'utérus. Tout ça, si tout est bien fermé, tout y est bien préparé pour petit bébé. Ensuite, on commence à faire ce qu'on appelle l'écho de datation. Donc, indication, confirmation d'une grossesse intra-utérine. Paramètres de risque, marqueur échographique, donc activité cardiaque fétale présente. Méthode échographique, c'était transabdominale et transvaginale, condition de l'examen satisfaisant. Le type de grossesse, c'est une type de grossesse unique avec un nombre de fœtus 1. Donc, évaluation de grossesse, donc sac gestationnel visualisé, localisation intra-utérine, vésicule vitelline visualisée, sac amniotique visualisé, embryon visualisé, activité cardiaque présente. L'embryon, il mesurait 19,5 mm. Utérus et annexe utérus visualisé, malformation aucune. Donc là, la conclusion, grossesse monofétale intra-utérine évolutive autour de 8 semaines plus 3 jours. Voilà. Donc ça, c'était pour l'échographie de datation. Là, vous risquez de rien voir parce que comme c'était imprimé par imprimante, c'est pas facile à visualiser. Mais nous, on avait vu petit bébé tout bon. Donc, d'un point de vue maintenant pour le dossier maternité, elle a demandé les antécédents de santé dans la famille. Donc, nous, on avait précisé les gènes et les maladies qu'il pouvait avoir.
notamment la maladie que ma soeur a, mes parents, les parents de mon compagnon, ainsi que ma maladie que j'ai eue étant petite, tout ça. Donc tout y a été noté dans le dossier. Ensuite, nous avons eu un dossier complet avec la charte, etc. Tout plein de papiers concernant le bâtiment en question. Ce dossier-là, je dois m'en servir avec la sage-femme qui vient à domicile. Est-ce que je peux vous dire de plus? Donc là-dedans, je peux noter mes questions, mes rendez-vous. Justement, ce carnet de suivi de grossesse permet que la sage-femme communique avec le médecin. À l'intérieur, j'ai dû signer et remplir une charte de personnes en cas de confiance. Donc j'ai mis mon mari qui s'est porté garant, tout ça, et puis qui a noté tous ses coordonnées pour qu'on puisse le joindre. À l'intérieur, on a une fiche concernant quand on va rentrer à la maternité. Donc on a une fiche pour savoir tout ce qu'il faut pour aller dans cette maternité, les documents indispensables à apporter. Concernant ma valise, la valise de bébé. Ensuite, qu'est-ce que je peux préciser? Les coordonnées, médecin généraliste, obstétricien, sage-femme, lieu d'accouchement, pédiatre, PMI, autres, assistante sociale, etc., etc. Ensuite, on a le dossier à l'intérieur, le dossier prénatal. Donc ça sera le jour de l'accouchement, avec quelques documents, etc., etc. Dans ce cahier, il y a des petits conseils. Donc, bien débuter votre grossesse, bien vivre votre grossesse, le suivi de votre grossesse, l'agenda de votre grossesse, le calendrier de votre grossesse, vos consultations et vos échographies, accueillir votre enfant après l'accouchement. Donc là, il y a tout décrit à l'intérieur. Les choses à éviter pendant la grossesse, les choses qu'on peut prendre, voilà, les pictogrammes des produits chimiques, il y a plein de choses. La préparation à la naissance et la parentalité, quand on va faire les séances prépa accouchement, etc. avec mon mari. Il y a plein de choses dans ce dossier. Donc le 3 novembre à 10h30, à ma demande, j'ai demandé à être suivie par une sage-femme dans le cadre de la PMI dans une MDS, histoire d'être bien suivie pour ma grossesse pathologique. Donc à ma demande, j'ai une dame sage-femme qui m'a téléphoné, qui a pris rendez-vous avec moi pour le 3 novembre à 10h30. Elle est venue à domicile. Nous avons blablaté un petit peu sur le sujet. J'ai expliqué mes problèmes de santé, tout ça. J'ai demandé quelques petits conseils. Elle m'a demandé si je souhaitais allaiter. Donc j'ai eu des documentations concernant l'allaitement. J'ai eu des petits conseils aussi voilà, pour plein de choses. J'ai dit j'ai des frères et sœurs. J'ai expliqué aussi qu'il y a des enfants dans la famille, donc en quoi j'avais l'habitude avec les bébés. J'ai expliqué aussi que j'étais déjà marraine d'un petit loulou. Voilà, que j'avais l'habitude de prendre le bain, changer les couches, tout ça. J'ai expliqué qu'en quoi ma maman, elle avait effectué, quand elle était un peu plus jeune, un métier concernant la petite enfance. J'ai expliqué, voilà, toutes ces choses-là. En quoi j'étais bien entourée à l'hôpital, avec la sage-femme également, la famille qui est là pour nous épauler, la famille qui est derrière nous aussi. Donc elle a dit, ça va, avec tout ce monde, vous avez quoi vous épauler, enfin vous avez de la famille, avoir des proches qui sont là pour vous aider, c'est bien. C'est bien de ne pas être tout seul. Donc elle a effectué un compte-rendu, donc vos consultations et vos échographies. Donc elle a écrit dans le cahier. Elle a demandé si je voulais rester avec, si je souhaitais garder cette sage-femme lors de toute ma grossesse et même après. J'ai dit que ça ne me posait pas d'inconvénient, donc j'ai souhaité garder cette sage-femme d'extérieur. Donc j'étais à 11 semaines plus 3 jours. Là, elle avait marqué TA égale 11,7. Donc je crois que c'était ma tension artérielle, d'après ce que je comprends, les lettres en abrégé.
Elle m'a posé des questions pour savoir si j'allais bien, que j'étais pas déprimée, donc tout allait bien. J'ai dit que j'étais épanouie, que je me sentais bien dans ma peau, que la grossesse était bénéfique à mon égard, comme quoi j'avais des nausées mais pas de vomissements. Donc elle a précisé qu'on n'a pas pu faire de monitoring, d'écho Doppler, enfin pour écouter le cœur de bébé parce que c'était 10 fois trop tôt. Ça se calcule à partir apparemment de 12 semaines aménorrhées jusqu'à, enfin même à 15 semaines d'aménorrhée pour pouvoir écouter le cœur du bébé. J'ai précisé qu'en quoi il devait, enfin qu'en quoi il y avait eu une écho. J'avais expliqué, enfin voilà, elle a tout noté en détail et elle a dit si j'ai des questions, je pourrais les noter sur le cahier parce qu'il y a un espace qui m'est dédié pour poser mes questions. Comme ça, elle peut y répondre au prochain rendez-vous. J'ai rendez-vous justement avec la sage-femme en question. Elle a rendez-vous avec moi le 19 novembre à 14h30. Donc je vous ferai un résumé de ce qu'on s'est raconté. Je pense que du point de vue de la sage-femme, on a fait le tour. Alors bonjour à tous, je reprends la vidéo. Donc Nicolas, un couple, une PMA. Aujourd'hui, je voulais refaire un bilan avant la T1. Donc on a dû faire une carte de groupe sanguin comme ceci. Voilà. Donc là c'est une photo qui a été rajoutée. Normalement il n'y a pas de photo. Donc on a découvert que j'étais B+. Ça fait 21 ans que je suis pas au courant. Et Madame AB+, toujours, hein, confirmé. Elle avait déjà plusieurs cartes de groupe sanguin suite à ses hospitalisations quand elle était plus jeune, tandis que moi, vu que j'ai jamais fait l'hôpital, jamais rien fait, j'étais même pas au courant de mon groupe sanguin, comme je disais. Donc, il n'y aurait aucun risque du fait qu'on est tous les deux positifs, il n'y a pas de problème. Voilà, il y aurait un positif, un négatif, ça aurait posé un petit peu plus de problèmes, mais là, on est vraiment fait pour être ensemble d'ailleurs, on est tous les deux positifs. Voilà. Donc ensuite on a réalisé une prise de sang, une très grosse prise de sang. Donc urinaire et sanguine pour madame surtout. Donc je vais vous lire les résultats. Donc au niveau de la protéinurie, on était sur une valeur de référence de 0,15 grammes par litre. Mais sachant que madame était enceinte, on a décidé de se baser sur les valeurs de référence pour une femme enceinte. Donc on était dans les normes, on était à 0,18. Voilà. Ensuite, on a vérifié la TSH qui était dans les normes également. L'hépatite B négative. La rubéole, on avait une immunité car madame avait fait la rubéole suite à un stage dans une crèche, il me semble, hein. Voilà. Et ensuite, alors pour la protéinurie, il n'y a pas eu de souci. Tant que ça dépasse pas 0,30, on n'a pas de souci et de précampsie. Voilà. Donc pour ça, on est sûrement rassuré. Donc pareil au niveau des agglutinines régulières, on a eu un test négatif. Au niveau de l'hématologie, on a des hématies, des hémoglobines, etc. Dans les normes, donc on est plutôt pas mal. Pareil pour les globules blancs, les polynucléaires neutrophiles, on avait une petite augmentation pas très haute non plus, mais on était à 7798 à la place de 7700. Voilà, donc une petite augmentation, mais dans tout les choses, on était vraiment dans les normes, donc c'est plutôt pas mal au niveau des plaquettes également. Voilà, la glycémie exactement pareil aussi. La ferritine pareil au niveau du fer, on est aussi dans les normes, on est entre 10 et 120. Sérologie VIH, HIV négative. Hépatite C négative également. Voilà. Ensuite, on avait le taux d'IgC dans les normes également, IgM. Voilà. Au niveau de la toxoplasmose, je voulais dire que c'était négatif. Voilà. Et pareil pour la syphilis, on est sur quelque chose de négatif. Voilà. Donc, au niveau de la prise de sang, on n'a pas vu d'anomalie, mis à part la petite augmentation qui n'est pas du tout d'albuminémie et puis aussi de polynucléaire, je sais plus quoi là, les globules blancs. Voilà. Ouais.
tout simplement. Donc on va passer à l'explication de la T1, tout simplement, avec le petit bilan que nous a fait notre cher gynécologue. Voilà. Alors nous sommes arrivés à l'échographie de dépistage du premier trimestre, dépistage car on commence aussi à dépister un petit peu la trisomie 21. Donc on était sur un terme estimé à 12 semaines plus 5 jours, donc le début de grossesse ils nous l'ont estimé à 27 août alors que notre insémination s'est déroulée le 30. Voilà. Donc une échographie transabdominale est extrêmement difficile parce que le bébé il était vraiment mal positionné, il nous aidait pas du tout, hein, donc voilà. On avait toujours un fœtus, ça on a quand même contrôlé, on sait jamais. Hein. Une activité cardiaque présente, un trophoblaste d'aspect habituel, un liquide amniotique en quantité normale et des mouvements fœtaux actifs observés au cours de l'examen. Voilà. Donc on a également fait pas mal d'échographies vaginales. Également, on a fait transabdominal, vaginal, transabdominal pour terminer, parce qu'on n'arrivait pas à trouver la taille de la nuque, enfin la mesure de la nuque pour la trisomie 21, voilà. C'est très important. On pas à voir si c'était et voilà, épais. On avait du mal à aussi avoir des images concrètes, car ça se peut que madame a une peau qui fait que quand les ultrasons passent à travers, on a du mal à voir correctement une image nette et précise et de bonne qualité. Ça s'appelle l'échogénicité, en gros. Voilà. C'est quand on a du mal... Donc, on était arrivé aussi voilà, au battement cœur par minute et tout ça, je vais pas m'amuser à, si, je peux t'aider. À décortiquer. Donc, le FC, c'est le mouvement cardiaque fœtal. Attends, au pire, je vais le lire. De toute façon, à mon avis, les gens vont... Non, mais je peux t'aider parce que je me souviens des termes. Donc, je peux t'aider. Alors du coup au niveau de la biométrie fœtale, on était arrivé à ça, donc madame m'a expliqué correctement. Donc au niveau du battement du bébé, on était à 163 battements par minute. LCC, donc c'était sa taille 66,5 mm. CN pour la cavité nucale, donc 1,43. BIP pour le ventre, donc 21,4 mm, et aussi pour le PC, c'est périmètre crânien de 76 mm. Voilà. Au niveau du crâne, on a une structure médiane en place, une boîte crânienne de contours réguliers. L'aspect de la paroi abdominale, on a une paroi abdominale antérieure d'aspect habituel. On a visualisé l'estomac, on a vu les membres supérieurs inférieurs pour chacun des 3 segments. Et on a le score Hermann de 6 points. Voilà. Donc c'était une moyenne de 4 à 7 points pour le score de Hermann. Au niveau de l'utérus, on a une absence de masse annexielle suspecte. Donc en conclusion, on a une grossesse mono-embryonnaire intra-utérine évolutive de biométrie conforme avec le terme, donc 12 semaines et 5 jours. Donc la date du début de grossesse a bien été reconfirmée de plus ou moins 5 jours du 27, donc nous on est basé sur le 30 parce qu'on sait que c'est de la PMA et que l'insémination a eu lieu le 30, mais on est sur du 27, plus ou moins de 5 jours à côté. Et la taille qui est toujours de 66,5 mm. Voilà. Donc ensuite, on avait les détails de l'échographie que je vais vous montrer tout de suite. Voilà la courbe de la longueur de crânio-caudale en millimètres et la clarté nucale. On voit qu'on est vraiment dans les normes, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Ensuite, ici, on a des petites images du bébé. Quand on a écouté le cœur du bébé, c'était vraiment exceptionnel. Moi, c'est un moment que j'ai adoré aussi dans cette échographie parce que c'est la première fois qu'on l'a écouté. Voilà. Voilà, donc ici on avait le trophoblaste au niveau d'ici. Donc à côté on a les membres. Voilà, c'est les jambes. Après on a pas mal d'autres choses au niveau de la tête, la taille de la tête, la paroi. Voilà, donc on vous fait voir les images des échographies. Hein. On avait bien vu les hémisphères. Aussi, ouais. Tu te souviens ? Donc là c'était la taille de la tête, effectivement. Ouais. Là, on voyait bien le cerveau du bébé, etc. Voilà. Donc, vous avez tout en haut à gauche l'estomac, qu'on voit également.
Là à côté avec les points rouges et bleus, d'après ce qu'on a compris, c'est les circulations sanguines, hein. Voilà. Le rachis en dessous de l'estomac. La taille de la tête un peu floue à côté. Et tous les autres images, on a les images du bébé de la tête aux pieds. Donc ici, on a pu mesurer également de la tête aux pieds. Voilà la mesure exacte du bébé qu'on avait mesuré à 66,74 mm. Voilà, au niveau du LCC. Et voilà les dernières images qu'on a. Donc les images du bébé sans mesure prise. En fait, c'est des images supplémentaires. Voilà, c'est des petites bonus parce qu'on a essayé de prendre plusieurs images pour essayer d'avoir la nuque, la taille, etc. Et donc ils nous ont tout laissé, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'est la fin de l'explication de cette T1. Donc suite à la T1, on a eu un examen sanguin à faire pour dépister la trisomie 21. Donc on l'a effectué, donc maintenant on attend le prochain rendez-vous. Voilà. Également le papier certificat de la grossesse. Aussi, oui. Qui certifie la grossesse Voilà. à envoyer aux organismes voilà. de prestations familiales et d'assurance maladie. Voilà. Et donc là, on va vous annoncer le prochain rendez-vous. Donc le prochain rendez-vous qui aura lieu le 29 novembre pour encore une échographie grossesse patho suivi à mon avis du 4e mois du coup. Ensuite, on en a pour un entretien prénatal le 6 décembre. Voilà, non, le 6 décembre avec la sage-femme. Et les autres, on vous les annoncera dans les prochaines vidéos. Au moins, vous serez moins perdu. Voilà, donc on vous a tout détaillé. Anaïs vous a détaillé le début de la grossesse jusqu'à aujourd'hui, la T1. Et maintenant, on attend le 29 novembre avec impatience. Voilà, pour pouvoir revoir le bébé, réécouter le cœur, etc. J'ai oublié de préciser aussi également que début décembre, je vais téléphoner à l'hôpital pour prendre un rendez-vous pour une IRM cérébrale pour madame, parce qu'il vérifie vraiment au niveau de sa tumeur si elle peut pousser ou non. Donc il faut vraiment voir si la tumeur régresse. Voilà. Donc c'est important aussi pour nous parce que ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait d'IRM sur ce sujet parce qu'on est suivi tous les 2-3 ans. Donc voilà, c'était important pour nous de le faire, même si c'est 1 an en avance. Il faut parce qu'il y a une grossesse engagée, donc faut prendre ça au sérieux, quoi. Voilà. Mais c'est pour pas tout que simplement. ma vie elle soit en danger, quoi. Exactement. Donc voilà, on a pu vous décrire tout ça en vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager auprès de vos proches. Et si vous êtes en parcours PMA et que vous souhaitez plus de conseils, vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas aussi dans les commentaires à nous les poser. Si vous voulez qu'on refasse une FAQ comme on a déjà fait, il y a le lien dans la description également pour nous contacter. On a une adresse email qui est disponible sur les à propos de notre chaîne, donc en cliquant sur un couple une PMA juste en dessous. Voilà, et vous pouvez aller voir également nos vidéos sur les parcours PMA si vous êtes en parcours PMA pour voir le parcours qu'on a eu. Et voilà, on vous annonce une vidéo pour le prochain rendez-vous du 29 novembre pour pouvoir vous annoncer pas mal de choses. Du coup, au moins, on aura fait le point sur le début de la grossesse et on pourra s'attarder sur les prochains rendez-vous sans avoir à répéter ce qui s'est passé avant. Et c'est plutôt pas mal, voilà. Il y aura peut-être un rendez-vous avant, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, le 19 novembre. Voilà, il y a le rendez-vous de la sage-femme à domicile, donc du coup on vous fera peut-être un petit bilan comme ça par vidéo pour vous donner plus de nouvelles sur la consultation de la sage-femme. Et voilà, on va continuer à faire activer la chaîne hein, parce qu'un couple une PMA, ça s'arrêtera jamais parce que ben voilà, on a la grossesse, après il y aura l'après-grossesse bien sûr. On vous fera pas voir le bébé en vidéo en public sur YouTube, hein, on en parlera. Voilà. Et donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager et laisser un commentaire. Voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Si t'as kiffé cette vidéo, t'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, liker la vidéo, activer la cloche de notification pour ne rien louper et commenter, la partager. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bisous les gens.